Merci Géraldine, merci Anne, tout le comité d'organisation du congrès de m'avoir invité à venir de Montpellier. J'ai au moins amené l'arrêt de la pluie, peut-être un petit peu le soleil, c'est peut-être que temporaire, mais c'est déjà pas mal. Oula, ça roule. Alors, j'ai intitulé mon intervention Que risque-t-on à annoncer des soins palliatifs précoces ? Réflexion autour de la notion de pulsion de mort. Donc, comme le sous-titre l'indique, je vais articuler mon topo à des notions que nous avons mis en évidence dans l'ouvrage qui a pour titre La pulsion de mort dans les soins, un collectif d'auteurs qui a été publié en début d'année chez RS. Oui, je commencerai par dire que je n'ai pas de lien d'intérêt et que rien de ce que je ne vais dire n'est démontré scientifiquement, mais plutôt issu de ma clinique. Alors, en préambule, hop, j'ai oublié ça. Voilà. En préambule, je commencerai par dire que la notion d'anticipation me paraît centrale, ça a été évoqué ce matin, sur cette question, en ce sens que c'est elle qui distingue et spécifie les différents types de raisonnement entre médecine curative et soins palliatifs. Pour introduire une réflexion sur la qualité de vie en maladie grave, pour essayer d'éviter des situations d'acharnement thérapeutique qui, on le sait, une fois qu'elles sont, je dirais, enquistées, sont inextricables et souvent source de grandes souffrances, il faut être en mesure d'effectuer des gestes d'anticipation. C'est parce que les soins palliatifs osent voir ce que les autres se refusent de voir. C'est parce qu'ils parviennent à se représenter les choses par avance. En un mot, c'est parce qu'ils osent penser la mort avant qu'elle n'arrive, qu'ils proposent un angle de vue différent à la médecine. Avec cette notion de soins palliatifs précoces, l'anticipation est située comme la voie royale qui permet de s'attaquer au mal mourir. Lorsqu'on n'a pas suffisamment anticipé certaines choses au niveau des soins, des protocoles de soins, souvent, on n'a plus le temps de réagir comme il faut lorsque ça dérape, et c'est la cata, c'est le mal mourir. Donc, évidemment, je suis entièrement en accord avec cette logique. C'est du bon sens que de penser les choses, je crois, dans cette dynamique. En anticipant, on prévient la brutalité de la mort, et à ce titre, il n'est pas question d'avoir de réserve. Pas de réserve donc sur l'anticipation pour ce qui concerne la prise en charge médico-soignante d'une situation complexe. Elle est sans conteste plus adaptée, plus cadrée lorsqu'il y a eu anticipation. La réserve que je vois, ou plutôt l'interrogation que j'ai en forme de débat, est la suivante. Ce qui est juste au niveau organisationnel des soins, ce qui est cohérent au niveau de la gestion des flux des malades, ce qui est presque évident au niveau de la réflexion des bien portants qui soignent le malade, ne doit-il pas être re-questionné si on réfléchit à l'être souffrant plutôt qu'au malade, si l'on centre entièrement notre regard sur ce que ça lui fait vraiment, à lui, ce sujet, au niveau de son vécu. Oui, il y a des situations, je crois, où le sujet résiste à l'anticipation, des situations où le sujet grippe la machine à anticiper des soignants. Et cette résistance, ou ce grippage, enseigne, selon moi, la juste place, je dirais, de l'anticipation en médecine de maladies graves. Mon topo va donc traiter sur les conséquences potentielles de ce geste d'anticipation sur le malade. L'idée générale sera de dire que l'idéal d'anticipation se relativise dès lors que l'on fait entrer dans l'affaire le sujet, c'est-à-dire dès lors qu'on se penche sur le vécu sensible et singulier d'un malade, d'un sujet malade, dès lors que l'on accepte d'envisager aussi les effets potentiellement péjoratifs de la parole sur lui. Pour réfléchir à cette tension entre idéal des soins anticipés et vécu singulier potentiellement traumatique, j'avance que la parole médicale peut avoir un effet désorganisateur de la vie psychique. Et je vous propose une réflexion en 4 temps. Premier temps, équilibre, pulsion de vie, pulsion de mort dans la vie psychique. Deuxième temps, désintrication pulsionnelle sous l'effet de la parole médicale, de mort anticipée. Troisième temps, quel destin pour le sujet. Dernier temps, ouverture
les soins palliatifs précoces, qui cela concerne-t-il vraiment? Premier temps donc, équilibre psychique d'un sujet gravement malade. Pour définir l'équilibre du sujet, je me référerai à la théorie psychanalytique et notamment à ses notions de pulsion de vie, pulsion de mort. Premier sous-temps, équilibre, donc pulsion de vie, pulsion de mort. C'est en 1920, jusqu'en 1920, que Freud pensait que l'homme agissait toujours à la recherche du plaisir, arrimé aux pulsions sexuelles et aux pulsions du moi. Pour lui, il n'y avait que ces deux seules pulsions en jeu. Puis, il s'est rendu compte qu'au-delà d'une recherche du plaisir par la réduction des tensions, quelque chose en l'homme pousse à répéter des comportements, source de douleur et de souffrance, et même à y trouver du plaisir. Il définit donc cette notion de pulsion de mort comme une force irrépressible logée au cœur de la vie psychique qui avance avec précipitation afin d'atteindre aussi rapidement que possible le but final de la vie. Donc, il existe en tout un chacun, dans tout sujet, une force psychique qui tend à s'opposer aux élans de vie. On peut donc dire que la pulsion de vie, parfois appelée Eros, peut être définie comme une pulsion qui vise la vie, qui vise à assimiler, intégrer, lier, à conserver l'existant. Pendant que la pulsion de mort, appelée aussi Thanatos, vise la mort au sens de détruire, désintégrer, casser. La pulsion de mort cherche à réduire toute tension et espère, j'ai envie de dire, un retour à l'état anorganique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux forces sont constamment intriquées et produisent un équilibre. Les travaux de Lacan ont montré que la pulsion de vie a une fonction décisive sur cet équilibre. C'est à la pulsion de vie que revient le rôle de contenir, canaliser, maîtriser les élans destructeurs de la pulsion de mort. Ainsi, on comprend combien les choses sont dans une psychodynamique, où c'est l'affrontement et la combinaison entre pulsion de vie et pulsion de mort qui permet au sujet, dans sa construction subjective, de trouver son équilibre pulsionnel. Cet équilibre qui le place dans une dynamique de vie, dynamique désirante, on peut dire, enfin de projection vers l'avenir. On peut dire aussi que ce sujet a la force, grâce à cet équilibre, de lutter contre les tendances destructrices en lui. L'entrée en maladie grave quand l'équilibre pulsionnel vacille. Lors de l'annonce d'un diagnostic grave, le malade entend des choses qui peuvent le faire vaciller, qui peuvent faire vaciller cet équilibre. Mais ce vacillement, aujourd'hui, est recouvert très rapidement par les défenses psychiques qui vont toutes s'arc-bouter, on va dire, en vue d'un seul et unique but, celui de mettre toutes les chances de son côté pour guérir. Ainsi, après avoir blessé, la parole médicale, très vite, se ressaisit du côté de l'espoir via les traitements. C'est bien cette parole saturée d'éléments positifs qui va avoir des effets réassurants sur le malade. En intimant l'ordre d'y croire, de se battre, la parole médicale favorise ce que l'on nomme en psychanalyse un refoulement. C'est une opération de défense psychique qui vise à atténuer l'angoisse, à, contenir et refermer la béance entrevue au moment de l'annonce. Ainsi, bien souvent aujourd'hui, après l'annonce d'un diagnostic, le sujet tient-il à nouveau la mort à distance, parfois de manière aussi forte qu'avant l'annonce. On peut donc dire que, tout comme un sujet en santé est un sujet en équilibre pulsionnel, un sujet malade qui se soigne et espère amélioration, attend amélioration, est un sujet qui, tant bien que mal et à sa façon, parvient à conserver un équilibre pulsionnel qui le tient dans la vie, du côté de la vie. Dans cette approche, la notion d'ambivalence a une place centrale. Un des co-auteurs du livre, le docteur Olivier Maillet, pousse au bout la place de l'ambivalence dans la vie psychique. Il compare la dynamique subjective du malade à une horlogerie. Je le cite, « Allées et venues, espoir et désespoir, révolte et résignation, immortalité et finitude, création et comportement de départ, peut-être, peut-être pas, ces allées et venues en forme de balancier
maintiennent le sujet dans le schéma de l'ambivalence. D'une certaine façon, dit-il, le patient palliatif en bonne santé a cette horlogerie qui fonctionne avec suffisamment de jeu. Cette façon de penser les choses dessine, précise même, l'éthique de l'accompagnement palliatif, éthique dans laquelle l'accompagnant met son appareil psychique, donc son système pulsionnel à lui, au service du malade, afin de l'aider à quoi ? À réintriquer pulsion de vie et pulsion de mort, de l'aider à retrouver l'ambivalence. Les notions de doute et d'incertitude sont des étayages ici tout à fait précieux pour le soignant palliatif, car elles soutiennent justement l'intrication des pulsions. C'est véritablement avec l'annonce de l'entrée en soins palliatifs, selon moi, que les choses changent sur le plan de l'équilibre pulsionnel. Une de mes hypothèses de travail est de dire qu'avec l'entrée en soins palliatifs, le malade est immergé dans un nouveau bain de langage qui risque de déstabiliser son nouvel équilibre pulsionnel retrouvé. Lors de ce processus de bascule dans ce bain de langage qui est entièrement organisé autour de la menace de mort anticipée, il semble que quelque chose se passe qui produise une désintrication pulsionnelle. Alors ce quelque chose est-il simplement de la parole, qui fait entendre une perte d'espoir, une annonce précoce de soins palliatifs par exemple, ou bien faut-il qu'il y ait concomitamment un événement somatique sous-jacent qui décompense ? Restera toujours cette énigme autour de ce qui déclenche. De ma place de psychologue clinicien, je pose une hypothèse psychodynamique et avance que ce qui déstabilise l'équilibre psychique qui tenait jusque-là le sujet dans la vie est un élément de langage, une annonce, bref, une parole qui va avoir des effets dévastateurs sur la vie psychique. Toutes les paroles n'ont pas un tel effet impactant, mais la parole du médecin, ce prophète des temps modernes, pour reprendre une expression de Roland Gori, est en ce sens très particulière. D'une part, elle a lieu dans une relation de soins dissymétrique, avec d'un côté un sujet supposé savoir et de l'autre un sujet en grande fragilité, voire en vulnérabilité ontologique, je dirais, de par sa position même. D'autre part, parce que le malade est suspendu aux lèvres du médecin, un peu comme il l'était face à ces figures d'autorité à partir desquelles il s'est construit en tant que sujet. C'est pour cela qu'il est, à ce point, perméable à la parole médicale. Ce point qui renvoie au transfert particulier qu'un malade joue avec son médecin est aujourd'hui de plus en plus oublié, me semble-t-il. Au moment de la construction subjective, dans l'enfance, les mots d'un autre donnent la vie. C'est la théorie de la psychanalyse et de la psychologie clinique classique. À l'aube de l'existence, les mots d'un autre peuvent-ils donner la mort ou, tout du moins, participer à délier les forces de vie restantes, pourrait-on dire ? C'est une question vertigineuse lorsqu'elle est posée comme ça, à mon sens. Bien sûr, il n'y a pas de réponse univoque. C'est un chemin de réflexion. Ainsi, sous l'effet des mots, l'intrication pulsionnelle vole-t-elle en éclats au profit du passage au premier plan de la pulsion de mort dans la vie psychique. Et pour reprendre notre théorie décrite plus haut, Eros ne parvient plus maintenant à canaliser, maîtriser les élans destructeurs de Thanatos. La pulsion de mort fonctionne alors comme en roue libre et va produire des ravages. Alors à quoi assiste-t-on à cet endroit-là ? On assiste à un affaiblissement important de l'énergie vitale. Affaiblissement directement lié, dans mon topo, dans ma théorie, au déficit de régulation de la pulsion de mort par la pulsion de vie. À ce stade de mon raisonnement, je dirais que certains malades, seuls ou accompagnés, ont la force de se ressaisir. Je veux dire par là que pour eux, la pulsion de vie et la pulsion de mort vont se réintriquer, peu ou prou, en faveur d'un équilibre.
Ces sujets qui parviennent à faire face à l'adversité, parviennent à trouver du sens à ce qui leur arrive, pour dire les choses, à ce qu'ils entendent. Autrement dit, ils ont la force de continuer malgré ce par quoi ils viennent d'être impactés. Ces sujets, peut-être, ont la force mentale d'entendre le terme soins palliatifs, précoce éventuellement, et d'en faire quelque chose. Mais si certains sujets se relèvent et se relancent dans une dynamique de vie, s'ils retrouvent un équilibre pulsionnel, d'autres, eux, ne voient plus de raison de continuer. Certains sujets, et ils ne sont pas rares, ne peuvent plus, ne veulent plus réintriquer leur pulsion en faveur d'un équilibre tourné vers la vie. D'une certaine manière, ils ont fini de vivre avant leur mort et c'est l'espèce d'élément déclencheur, le point de réalité qui permet à ce fantasme inconscient de s'actualiser dans la réalité. La difficulté majeure, pour nous tous, ici en tout cas, est que personne ne peut savoir à l'avance, ni le médecin, ni les soignants, ni la famille, ni le sujet lui-même d'ailleurs, s'il aura la force d'encaper, c'est-à-dire de métaboliser les ondes de choc de ces mots, la force de se ressaisir de l'impact de cette annonce. Alors, troisième temps, quel destin après cette mise en perspective? Quel destin pour le sujet confronté à une annonce de soins palliatifs? Pour ces sujets qui ne se relèveront pas, disons, l'annonce de soins palliatifs a un impact de sidération tel que l'on constate rapidement, je l'ai dit, un affaiblissement de l'énergie vitale. Ainsi, le malade se voit-il comme aspiré, je dirais, par le travail de la pulsion de mort en lui, c'est mon hypothèse, il se laisse aspirer dans ce que j'appellerais un ne plus avoir à désirer. Quelque chose peine à rester dans une dynamique désirante. Quelque chose tend à lâcher prise. À ce stade, j'ai distingué trois destins. Premier destin, c'est le destin d'un sujet sidéré, arrêté, fixé à l'éternel présent et qui ne fait plus qu'attendre, finalement, résigné, anxieux, l'heure de sa mort. Ce sujet-là n'a plus la force de se remettre à penser. Il est dans une forme de, on pourrait dire, de deuil anticipé de lui-même. L'impact traumatique de la mort anticipée a touché directement sa temporalité subjective, pour reprendre la notion d'Olivier Maillet, de sorte que le balancier de son horloge intérieure s'est grippé. Il ne peut plus se projeter vers l'avenir. C'est une autre façon de parler de ce que Robert William Higgins a défini avec cette notion de mourant, de déjà presque mort ou en attente de l'être. Si je le dis à ma manière, je dirais que l'excès de savoir anticiper entendu par le malade le destitue de sa place de vivant à part entière ou de simple mortel et littéralement le fige dans une case entre la vie et la mort où il devient un mourant. À propos de cette distinction mortel-mourant, je vous indique un ouvrage de Yves Cusset, qui est philosophe et qui a pour titre « Les mortels et les mourants ». Ce premier destin, ce repère, on pourrait dire ce diagnostic, si on veut cela faire un peu soignante, ce diagnostic lorsqu'on rencontre un sujet arrêté, sidéré, bloqué, qui n'ose plus, qui ne peut plus aller vers l'avant. Entièrement fixé au présent, encapsulé dans ce présent, il attend la mort, perclus d'angoisse. L'angoisse. Freud définit cette notion par la notion d'inquiétante étrangeté. Il m'a paru intéressant de vous amener ça. Freud il identifie un sentiment qui surgit lorsqu'est dévoilé quelque chose, dit-il, qui devait rester dans le secret, dans l'ombre, et qui en est sorti. Freud dit c'est au cœur du plus familier que surgit le plus inquiétant. Coup de réel, on pourrait dire. Là où on ne le voit pas venir, quelque chose comme ça. Si l'on transpose cela à notre champ, ce serait donc la figure du médecin, d'abord, et puis peut-être par prolongement de toute l'équipe pluridisciplinaire, mais d'abord la figure du médecin qui basculerait du rassurant à l'inquiétant. En effet, c'est bien le médecin qui, généralement,
en début de maladie, rassure. C'est encore lui qui projette l'espoir de guérison à travers des traitements. Lui qui parfois même nous interdit de douter, nous interdit de baisser les bras. Et puis, lorsqu'il se met à douter, lorsqu'il introduit une grosse dose d'incertitude, ou peut-être même une petite, même, ce médecin prend la figure de l'inquiétante étrangeté. Et lorsqu'il fait entendre frontalement la certitude de la mort annoncée, alors ce médecin ne devient-il pas franchement angoissant? Là encore, on retrouve un invariant psychanalytique sur l'angoisse, qui est la certitude. L'affreuse certitude, disait Lacan, ce qui nous laisse toujours dépendants d'un autre, sans aucun mot, sans symbolisation. Oui, nos patients souffrent, je crois, bien souvent, d'une affreuse certitude, l'affreuse certitude qu'ils vont mourir bientôt. On a vu avec Jean-Christophe combien soins palliatifs égale et mort du côté du patient. À cet endroit, pour finir avec ce premier destin, l'accompagnement palliatif, bien entendu, peut agir. C'est essentiel et c'est l'essentiel des patients que l'on rencontre là, je crois, dans ce profil-là. Que se passe-t-il par nos bons soins, notre investissement, notre amour? Certains trouvent du désir de vie dans le nôtre, s'y arriment, en font quelque chose et se relancent. Deuxième destin, c'est le sujet qui, au sortir de la sidération, donc un sujet qui peut de lui-même sortir de la sidération, se remet à penser et va trouver comme issue principale la voie qui consiste à verbaliser des demandes de mort. Les mots qu'il va adresser aux soignants sont le signe que le sujet, en lui, est encore, même à minima, en relation et en attente vis-à-vis de l'autre. Il existe encore un lieu où il peut porter sa plainte. Ainsi, ces sujets font-ils quelque chose de leur angoisse. Elle prend la forme des demandes d'aide active à mourir. Dans un article que j'avais écrit en 2012 dans la revue Psycho-Oncologie, qui a pour titre « Réflexion psychanalytique sur la demande d'aide à mourir adressée aux médecins en soins palliatifs », j'avais travaillé ce point que l'annonce de mort anticipée peut faire le lit des demandes d'euthanasie. Les demandes d'euthanasie naîtraient, pour le dire autrement, en réaction d'une annonce trop forte, trop dure, pas au bon moment, trop entière, enfin trop quelque chose. Dans ce texte, j'avançais la notion d'impossible et l'idée que, dans le colloque médecin-malade, la demande d'aide à mourir de la part du malade pourrait être située comme un retour du traumatisme induit par la parole médicale, une réaction en boomerang, on pourrait dire, une tentative, plus ou moins consciente, de sidérer en retour celui qui nous a sidérés. L'annonce de mort confronte le sujet à un impossible, à entendre, à intégrer. Tout comme la demande d'aide active à mourir confronte aussi le médecin à un impossible, en tout cas aujourd'hui encore, à entendre et à intégrer. Si je reprends mon fil, les sujets qui verbalisent des demandes d'aide active à mourir ne parviennent plus, eux non plus, à surmonter la désintrication pulsionnelle qui se joue en eux. La force de leur pulsion de vie est insuffisante pour retrouver une dynamique de vie. Je résume mon idée. Je milite pour que les soins palliatifs s'occupent de plus fortement, j'ai envie de dire, de ces patients qui demandent à mourir et qui adressent des demandes d'aide active à mourir aux soins palliatifs. Pour moi, ces patients ne sont pas forts, mais au contraire faibles et vulnérables au regard de ce que je viens de dire. C'est une forme d'aveu de la faiblesse face à la mort, naturelle d'une certaine manière. Et quelque chose se renverse jusqu'à vouloir maîtriser ce moment et donc gommer finalement le moment de la mort. J'ai écrit ça dans un texte qui va paraître prochainement dans la revue Jalmalve. Troisième destin que je vais développer, voilà, ouvrir. Alors, c'est le destin que j'ai développé dans l'ouvrage. C'est la voie la plus mortifère qui soit. C'est la voie la plus radicale du côté des ravages
produit par la pulsion de mort débridée. C'est la voie de la désubjectivation, quelque chose qui se rapproche, pour aller vite, du syndrome de glissement. Pour ceux qui entrent dans cette voie, ce qui a fait trauma semble avoir atteint le désir de lutter, mais aussi la vie de relation. Ici, le sujet n'attend plus rien, pas même une aide à mourir. Dans cette voie, non seulement le sujet ne se projette plus vers l'avenir, mais il opère un mouvement que je qualifierais de régrédient. Comme si l'être, dans le malade, était maintenant poussé par une dynamique pulsionnelle qui consiste à retrouver l'état fusionnel d'avant l'existence subjective. Quelque chose vise la mort. Une part du sujet, peut-être même, se complaît dans cette dynamique où le sujet se laisse choir. Rien ni personne ne pourra contrebalancer cette dynamique. Si je fais un parallèle avec le début de la vie, pour se subjectiver, il a fallu, dans l'enfance, sortir du magma, s'extraire de la dyade que nous formions avec l'autre maternel qui s'est occupé de nous. Pour nos sujets en fin de vie, qui ne peuvent plus se projeter, je postule qu'une force, que j'ai appelée la pulsion de mort, pousse à faire le chemin à l'envers. On observe une dynamique régressive dans laquelle le sujet se laisse choir jusqu'à la mort et se retrouve dans cet état défini par Freud qu'il nomme DZ, en français DZ, qui est une dépendance absolue propre au nourrisson. Alors, pour peut-être plus s'ouvrir que conclure, les soins palliatifs précoces, qui cela concerne-t-il vraiment ? J'ai intitulé donc comme ça, en reprenant, en fait, je vais reprendre ce que je disais en préambule lorsque je parlais du point de tension entre nécessité d'anticiper au niveau des soins et hésitation à le verbaliser directement au malade, sous peine de créer ou de risquer de créer une désintrication des pulsions. Si l'introduction de soins palliatifs précoces permet une meilleure objectivation du parcours de soins, comme je l'ai dit au début, du projet de soins, le geste anticipatoire, dès lors qu'il est verbalisé au sujet, au malade, au patient, peu importe, peut avoir des effets, c'est ce que j'ai raconté, potentiellement déstructurants. Oui, c'est lorsque le médecin se met à parler, qu'il tente de faire entendre au malade ce qu'on appelle aujourd'hui un diagnostic d'incertitude, je ne sais pas si vous avez croisé cette notion, que moi je nomme plus volontiers un diagnostic de certitude annoncée. Je pense que du côté du soignant, c'est le diagnostic d'incertitude, du côté du patient, c'est entendu comme un diagnostic de certitude annoncée. C'est bien à ce moment-là, dès que le médecin parle à son malade de ça, que les choses peuvent devenir problématiques. Alors les soins palliatifs précoces, qui cela concerne-t-il vraiment ? Ou plutôt, à qui s'adresse-t-on ? J'ai plutôt envie de poser les choses comme ça, lorsqu'on parle de soins palliatifs précoces aux malades. Pour travailler cette question, je vais repérer que dans la vie psychique, tout un chacun, malade ou pas, il existe une part autonome du sujet et une part fragile. La part autonome, c'est la part solide, forte, qui a besoin d'être considérée en adulte, qui veut connaître la vérité, rien ne doit échapper. On peut tout gérer, on peut tout entendre. À côté de cette part, il existe une part fragile, que l'on peut appeler le ça, en référence à l'infantile, quelque chose de l'infantile qui perdure en nous, malgré notre destin d'adulte, on va dire. C'est la part du sujet qui échappe à la maîtrise. C'est là où se situent les peurs, les angoisses les plus archaïques. Cette part, autrement plus fragile que le moi, ne cesse jamais d'être tourmentée et dépassée par la confrontation à la finitude. Freud nous dit qu'il n'existe pas entre le moi et le ça de séparation tranchée. Et c'est un point décisif. En effet, cela éclaire, je dirais, tout le drame de la pratique médicale palliative. Je dirais même son talon d'Achille. Annoncer la mort ou pas, comment faire ? Alors je sais combien la tâche du médecin est difficile, beaucoup plus
que celle de celui qui, comme je suis en train de le faire là, n'aura jamais la responsabilité de cette annonce et qui analyse un peu à distance d'une certaine manière. Non seulement le médecin est poussé à dire toute la vérité, par les lois, par tout l'autonomisme ambiant, pour dire les choses rapidement, mais il y a pire. L'ultime complexité, c'est que c'est le patient lui-même qui souvent demande au médecin de lui dire toute la vérité, de ne pas lui mentir. Je crois que plus un sujet méconnaît la part fragile en lui, et plus il va demander au médecin de la transparence. Je vais m'arrêter en disant que postuler qu'il existe une part fragile et vulnérable en tout humain, c'est un peu mon message finalement depuis le début, même au travers de ce jeu pulsionnel. Postuler qu'il existe une part fragile et vulnérable en tout humain colore l'éthique de celui qui doit annoncer quelque chose de la mort anticipée à son malade. Puisse cette réflexion permettre de ne pas oublier que tout ce qui est véhiculé dans les notions qui nous sont à nous familières, que l'on désaffecte tellement on les traite tous les jours, ne sont pas et ne seront jamais, pour les profanes, donc les malades, des informations comme les autres. Alors j'avais prévu de m'arrêter là. Et puis hier soir, je me suis dit que quand même je ne pouvais pas ne pas rajouter quelque chose du côté de ma dernière diapo. Alors, parce qu'en fait, tout ce que je raconte là, je me suis dit, ça revient à s'interroger, qu'est-ce qu'il faut dire aux malades? Est-ce qu'il faut le dire ou pas? Alors on ne se mouille jamais, les psys, et je me suis dit, je vais me mouiller un peu. Je pense que soit le malade évoque directement sa mort, en tout cas moi c'est ma boussole, soit le malade ouvre sur ce mot, précisément ce mot. Et alors je crois qu'il faut être capable de le suivre, et peut-être que c'est un indice sur le fait qu'il sera capable de supporter l'impact de l'annonce de soins palliatifs, fût-ce-t-il précoce. Soit le patient ne parle pas de sa mort, évite le sujet, c'est un non-sujet pour lui. Alors, je dirais que si l'on veut rester du côté de l'éthique de l'accompagnement tel qu'il existait à l'ère des soins palliatifs, si l'on veut se centrer sur le sujet, je crois qu'il faut se mettre plutôt en position de retrait, d'écoute, et attendre et gérer notre frustration éventuellement, c'est-à-dire, comme dit Martine Rusniewski, savoir retenir l'annonce. Et puis, si nous devons malgré tout parler, parce qu'on est avant tout des êtres de langage et de parole, alors il s'agira de ne pas être à l'origine d'une confrontation traumatique du sujet à sa finitude, et donc de parler plutôt d'autre chose que de la mort, en espérant peut-être que quelque chose s'ouvre de son côté, à lui, au malade. Et je termine avec ça. Elle est un peu longue, mais elle vaut le détour. C'est Yankelevitch, je vous laisse sur ça. La vie nous parle de la mort, et même elle ne parle que de cela. De quelques sujets qu'on traite, en un sens, on traite de la mort. Parler de quoi que ce soit, par exemple de l'espérance, c'est obligatoirement parler de la mort. Parler de la douleur, c'est parler, sans la nommer, de la mort. Philosopher sur le temps, c'est, par le biais de la temporalité et sans appeler la mort par son nom, philosopher sur la mort. Méditer sur l'apparence, qui est un mélange d'être et de non-être, c'est implicitement méditer sur la mort. La mort est l'élément résiduel de tout problème. Je vous remercie.